Bonsoir. Toi? Bon- Bonsoir Gisèle Sapiro, bonsoir à tous. Donc, je suis très heureuse de recevoir Gisèle Sapiro dans le cadre des Nouvelles du Front, le programme de rencontre du printemps de septembre, imaginé avec l'historienne de l'art Evelyne Toussaint. Ça existe depuis 3 ans environ et c'est notre première occurrence en webinaire. Donc, Gisèle Sapiro, vous êtes sociologue, directrice de recherche au CNRS et directrice d'études à l'EHESS. Vous êtes spécialiste des univers culturels et notamment de l'engagement des intellectuels. Donc, nous vous avons invité ce soir à parler de votre dernier ouvrage. Je ne sais pas si vous voyez dans le bon sens, c'est pas certain, si. Donc, qui est paru il y a quelques mois aux éditions du Seuil. Peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Donc, c'est un ouvrage au titre on ne peut plus clair, qui traite d'une question qui n'est pas nouvelle, mais qui a été très présente dans l'actualité médiatique ces dernières années, particulièrement ces 2 dernières années. Donc, on avait très envie de vous entendre, d'entendre une parole de chercheur sur cette question, une parole qui viendrait clarifier les enjeux de ce débat. Et pour citer cette très jolie phrase, je trouve, de la 4e couverture de votre livre, une parole, je la trouve plus, toc, 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 qui offre les moyens de cheminer intellectuellement sur un terrain semé d'embûches. Juste avant de vous laisser la parole, je voulais vous remercier chaleureusement d'être là, parce que je sais la terrible douleur de dos que vous subissez depuis ce matin, donc nous sommes très reconnaissants. Et préciser aussi qu'à l'issue de la présentation, qui durera une quarantaine de minutes, il y aura un temps d'échange. Donc, vous êtes invités à poser vos questions à l'écrit avec le petit bouton Q&R en bas. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup, merci de cette invitation et je vais essayer de partager voilà, mon PowerPoint. Est-ce que vous le voyez bien? Oui, on le voit très bien. D'accord, merci. Oui, merci de cette invitation. Je suis très heureuse d'avoir l'occasion de partager ces réflexions dans le cadre de ce cycle de conférences autour de l'art et d'un festival d'art contemporain, parce que je pense que ce sont des questions qui intéressent aussi bien l'art que la littérature, hein, qui est ma première spécialité, mais ça ne veut pas dire que je ne m'intéresse pas aux autres arts, au contraire. Voilà, donc en fait, c'est un livre qui m'a été à l'origine commandé par mon éditrice au Seuil, Julie Clarini, parce que il y avait ces affaires et ces scandales autour de Polanski, Matzneff, voilà, elle m'a sollicité autour de ces questions de rapport entre éthique et esthétique, entre morale de l'œuvre et moralité de l'auteur. Quelles conséquences faut-il en tirer? Faut-il séparer l'œuvre de l'auteur? Faut-il supprimer, cancel les œuvres comme ce courant qui se développe actuellement aux États-Unis? Et j'ai accepté, non sans réflexion, mais en reliant ça à d'autres affaires, parce que j'avais travaillé sur un certain nombre d'affaires et été impliquée dans un certain nombre d'affaires, comme les polémiques autour de l'inscription de Céline et de Maurras au livre des commémorations nationales, la question de la réédition des pamphlets antisémites de Céline, le scandale suscité par la publication des cahiers noirs de Heidegger m'intéressait, j'avais un peu suivi ces affaires. Et puis, je me suis intéressée dans ce livre aussi à d'autres cas plus anciens, ceux des critiques Paul Deman et Jauss, et puis Hans-Robert Jauss. Et puis, il y avait eu aussi l'affaire du prix Nobel à Handke, auquel on a reproché ses prises de position pro-serbes pendant la guerre d'ex-Yougoslavie, sur lesquelles j'ai été aussi sollicitée. Voilà. Alors, dans ce livre, c'est un livre qui est centré sur les arguments autour de la question du rapport entre l'œuvre et l'auteur. Donc, est-ce qu'on peut les dissocier ou non? Et il part de l'idée que l'auteur et l'œuvre sont des constructions sociales, et que l'identification entre auteur et œuvre n'a pas existé de tout temps. On a des cas
des cas de figure de l'inspiration divine du poète, hein, donc la source serait divine et non sa personnalité même ou sa vie même. On avait aussi une culture de l'imitation qui prévalait à l'ère classique. Et puis, il faut se dire que la question de l'originalité et donc de l'assimilation de l'auteur à la personne est quand même très, très fortement liée au romantisme, donc à une période, est apparue dans une période très particulière de l'histoire de l'art. Voilà, donc dans le livre, il y a 2 parties, une partie plus théorique, sur le rapport, entre œuvre et auteur et une qui est centrée sur des études de cas. En fait, je vais un peu imbriquer les 2. Je vais présenter la partie théorique en donnant des exemples aussi de la deuxième partie et puis j'essaierai de réfléchir sur les facteurs qui différencient, les cas. Donc ma réflexion est partie de Foucault. Alors j'espère que je vais pouvoir, tourner la page. Ben non, c'est figé. Alors, comment on fait? Voilà. De Michel Foucault et de la fonction auteur, hein, telle qu'il l'a définie, c'est-à-dire que pour Foucault, le nom propre de l'auteur, c'est l'unification d'une série de discours autour de ce nom. Et pour Foucault, c'est avant d'être défini par la propriété littéraire et intellectuelle, qui n'apparaît qu'au XVIIIe siècle, cette appropriation de l'œuvre par l'auteur était une appropriation pénale. En fait, c'est une responsabilisation de l'auteur susceptible d'être poursuivi pour ses discours depuis notamment l'édit de Chateaubriand de 1551 qui imposait à chaque imprimeur de mettre le nom de l'auteur et de l'imprimeur sur tout livre imprimé. Et ça n'est qu'au XVIIIe siècle qu'il y a eu une sorte de renversement, de réappropriation de ce qui va devenir l'œuvre, hein, la notion d'œuvre, par leurs auteurs, avec des dates différentes. En Angleterre, le Copyright Act, c'est 1710. En France, un premier décret en 1777. Et puis les lois révolutionnaires de 1791 et 1793, qui sont au début pour les discours, enfin pour les livres, hein, et qui vont être progressivement au cours du 19e siècle étendues à la presse et puis en 1904 aussi aux autres arts. Alors la relation entre la personne de l'auteur et son œuvre est signalée par le nom propre. Ce nom propre renferme le capital symbolique associé à l'auteur en raison de son œuvre. C'est ce que signifient les expressions se faire un nom en littérature ou être un grand nom de littérature. Alors je ne vais pas trop développer ici, mais dans le livre, je distingue j'évoque 2 théories de la nomination. Hein. Les noms propres sont conçus par les philosophes tantôt comme des descriptions ou des abréviations de descriptions. Hein. Ça, c'est Frege et Russell. Hein. Donc, l'étoile du soir et l'étoile du matin, pendant des siècles, on ne savait pas que c'était la même. Et ça a des significations différentes, même si ça dénote la même étoile. Mais d'autres philosophes, comme à la suite de Saul Kripke, pardon, il manque un K, conçoivent le nom propre comme un désignateur rigide, c'est-à-dire que peu importe qu'on puisse la décrire comme l'étoile du soir ou l'étoile du matin, c'est la même étoile dans tous les mondes possibles, en fait, même si on ne le sait pas. Et alors, si on prend un exemple du nom d'auteur, eh ben, je propose celui d'Émile Ajar, hein, l'auteur de La vie de François, peut être décrit comme l'auteur de La vie de François, mais pas comme l'auteur des Racines du ciel. Alors que pour Kripke et ceux qui le suivent, Émile Ajar et Romain Gary, c'est la même personne, parce qu'évidemment, Émile Ajar, c'était un pseudonyme de Romain Gary qui lui a permis d'ailleurs d'obtenir 2 fois le Goncourt, puisque personne ne savait que c'était la même personne. Et ça lui a permis aussi de changer de style. Voilà, donc du point de vue du Goncourt, comme on ne savait pas que c'était la même personne, il a pu remporter encore une fois le prix Goncourt. Et en même temps, on ne peut pas alterner, on ne peut pas dire Émile Ajar est l'auteur des Racines du ciel. Voilà. Donc vous voyez, les 2 théories ont des usages différents.
Mais en tout cas, ce qui nous intéresse ici, c'est que dans différents contextes, l'une ou l'autre, va se révéler pertinente. Par exemple, du point de vue de la loi, la justice se fiche des pseudonymes et dès qu'on trouve qui est derrière le pseudonyme, eh bien Romain Gary sera bien responsable de l'avis devant soi, qu'il ait publié sous un autre nom ou pas, hein. Alors, les auteurs sont les premiers à jouer avec leur nom pour interroger la relation entre la personne et l'œuvre, et ce jeu est un site d'observation privilégié des interactions entre les stratégies d'auteur, c'est-à-dire le positionnement de l'auteur dans l'espace social, et les stratégies d'écriture ou de création. Nombre d'auteurs, de créateurs optent pour un nom d'auteur distinct de leur nom d'état civil, et parfois l'auteur se dissimule derrière le nom d'un de ses personnages fictifs. Par exemple, Fernando Pessoa s'était créé 72 hétéronymes, et chacun de ces hétéronymes avait une biographie, enfin c'était voilà, une biographie fictionnelle. Et on voit là une véritable mise en scène de la conception de l'auteur comme fils de ses œuvres. Évidemment, c'est toujours au masculin. Voilà. Alors, à la différence du pseudonyme qui dissimule la véritable identité de la personne, le nom d'auteur fonctionne généralement comme un nom d'usage, qu'il soit officiel, enregistré administrativement ou non. Il distingue l'auteur, enfant de ses œuvres, de l'individu socialisé, marquant son émancipation par rapport à une trajectoire et une identité. Autrement dit, marquant son indétermination sociale. Et je vous donne un exemple, Chloé Delhomme qui se réinvente dans son personnage dont le prénom est emprunté à l'héroïne de L'écume des jours de Boris Vian, et son personnage d'auteur, hein, pas un personnage de fiction. Donc elle dit « Je m'appelle Chloé Delhomme, je suis un personnage de fiction, j'ai décidé de devenir personnage de fiction quand j'ai réalisé que j'en étais déjà un, à cette différence près que je ne m'écrivais pas, d'autres s'en occupaient, personnage secondaire d'une fiction familiale et figurante passive de la fiction collective. J'ai choisi l'écriture pour me réapproprier mon corps, mes faits et gestes, mon identité. » Pourtant, évidemment, le fait que les noms d'auteurs soient souvent empruntés à un ascendant révèle les limites de cette émancipation. Comme on le sait, Céline, c'était le prénom de la grand-mère de Louis-Ferdinand Destouches. Houellebecq, c'est le patronyme de la grand-mère de Michel Thomas. Donc, il y a plutôt une sorte de choix qui est fait dans le lignage familial qu'une véritable invention ou réinvention de soi. Alors, dans la première partie du livre, je distingue trois types d'identification entre auteur et œuvre qui passent par le nom propre, trois dimensions. Donc, d'abord le nom propre comme métonymie de l'œuvre, ensuite la ressemblance entre l'auteur et son œuvre, et ensuite le rapport de causalité, l'auteur comme cause de son œuvre à travers l'intentionnalité. Je vais un petit peu détailler. Donc, tout d'abord, le rapport métonymique. Donc là, le nom d'auteur désigne en fait un corpus d'œuvres. Donc Flaubert est l'auteur de Madame Bovary, il est l'auteur de L'éducation sentimentale, Polanski c'est l'auteur du Locataire, de Tess, voilà. Et Flaubert est aussi l'auteur de toutes les traductions de Madame Bovary dans d'autres langues. Et donc l'usage du nom de l'auteur comme étiquette qui désigne l'ensemble de son œuvre reflète l'idée que cette œuvre constitue un tout doté d'une cohérence du fait de son inscription dans un projet créateur, et c'est pourquoi la publication d'œuvres complètes constitue une phase cruciale dans le processus de consécration et de canonisation d'un auteur. La cohérence de l'œuvre n'est cependant en fait jamais complète. En premier lieu se pose la question de son périmètre et puis la question de son unité. Alors, pour les limites de l'identification, je vais en donner quelques exemples. D'abord, l'instabilité du périmètre de l'œuvre. Bon, tout d'abord, il y a la question des faux, hein, qu'on connaît bien en art, mais ça existe même en littérature, hein. Il y avait un faux de Rimbaud qui était la chasse spirituelle. Il y a des productions dont l'auteur dénie ou renie la paternité, donc les écrits anonymes, sous pseudonyme, et puis du point de vue juridique, il y a aussi un droit au repentir et au retrait. Par exemple, les pamphlets de Céline ne sont pas interdits, c'est Céline qui ne souhaitait pas qu'ils soient réimprimés parce que ça nuisait à son image. Autant au moment où il les a publiés, il pensait
étendre sa réputation d'écrivain, autant dans les années 30, autant après la guerre, il comprend que ça nuit à sa réputation d'écrivain et donc il en interdit la réédition. Il y a la question des œuvres retouchées qui pose le problème de l'original, hein, quel est l'original, et puis il y a la question des inédits, l'extension du périmètre de l'œuvre qui conduisent à la réinterroger, et on reviendra sur les cahiers noirs de Heidegger, qui en fait révèlent que l'antisémitisme est au cœur du cheminement intellectuel qu'il entreprend dans les années 30 et brouille donc la frontière que ces exégètes tentaient de maintenir entre l'œuvre et la personne. Et puis, il y a la question de l'unité de l'œuvre, du style, du projet créateur, et ça, c'est une question que les historiens de l'art connaissent bien. Hein, eh bien, Picasso doit être découpé en plusieurs périodes pour qu'on trouve une cohérence à son parcours. Il a la période bleue, rose, cubiste, et ainsi de suite. Heidegger, il y a le premier Heidegger avant ou celui après le tournant, hein, dit Kere. Concernant Céline, la question s'est posée de savoir est-ce que les pamphlets font partie de l'œuvre littéraire ou non. Hein, encore une fois, Céline les avait conçus comme faisant partie de l'œuvre dans les années 30, puis a décidé de les écarter, donc en faisant valoir son droit au retrait. Hein. Et vous voyez que la stratégie de l'auteur peut varier selon la conjoncture, et de même celle des intermédiaires, j'y reviendrai. Et puis le cas Émile Nolde, dont vous avez sûrement entendu parler, hein, qui était un artiste classé dégénéré par le nazisme, et qui en fait a changé de style comme stratégie d'auteur pour se faire reconnaître par le régime nazi. Il a introduit des thèmes nordiques, des vikings au lieu du thème chrétien pour se faire reconnaître sans jamais y arriver, et il a fini par être proscrit complètement en 41 ou 42, et puis a fait valoir après la guerre son passé de victime du nazisme, et ça n'est que très récemment qu'on a découvert en fait son engagement, enfin, cette espèce de ferveur, sa volonté de se faire reconnaître par les nazis. Alors ces deux cas nous conduisent à la question de la ressemblance. Hein. Ah oui, pardon, je crois que j'ai oublié de montrer. Donc ça, c'est les pamphlets de Céline, hein, vous pouvez voir, donc, tels qu'ils étaient publiés à l'époque, à une époque où ça n'était pas interdit. Enfin, la première loi en fait qui proscrit les propos antisémites n'est votée qu'en 1939 pour être aussitôt abrogée par Vichy en 40, et elle sera rétablie après la guerre. Elle est votée notamment, c'est la loi Marchandeau, et elle est votée notamment à cause de l'explosion d'écrits antisémites à cette époque. Et voilà, voilà pour Nolde. Vous pouvez voir donc l'extrait de la lettre d'Émile Nolde, début 38, adressée à Otto Dietrich, qui est donc le chef du service de presse du Troisième Reich. Et vous pouvez voir l'évolution des thèmes, hein, entre cette toile qui lui a valu d'être classée dans l'art dégénéré, et puis l'introduction à droite, hein, de l'écran, des thèmes vikings pour plaire aux nazis. Vous voyez, donc il fait état dans cette lettre, là je cite, marché de l'art et la domination juive de toutes les disciplines artistiques, etc. Alors, donc, le rapport de ressemblance, on présuppose que la morale de l'art est liée à la morale de l'auteur. Il y aurait donc un rapport métaphorique entre l'auteur et l'œuvre. Mais en fait, l'identification entre auteur et œuvre trouve ses limites dans la démarcation entre l'auteur et ses personnages, voire dans la littérature moderne entre l'auteur et le narrateur. Hein. Alors, on sait que Balzac jugeait ses personnages en son nom propre, mais Flaubert, lui, va adopter la figure du narrateur impersonnel, enfin le procédé du narrateur impersonnel et du discours indirect libre, qui crée une sorte d'ambiguïté. On ne sait pas qui parle, mais en tout cas, il décline que ce soit sa voix d'auteur. Hein. Il
qui revendique d'avoir ce point de vue objectif et impersonnel. Alors ces procédés de différenciation, qui sont parfois des moyens de contourner la censure, ouvrent un espace de jeu pour l'auteur et un espace interprétatif, les rapports entre l'œuvre et la vie pouvant être masqués par un rapport métaphorique. Et les modes de distanciation du narrateur vont de la posture objectiviste du savant qui étudie un milieu social, qui est reprise par Flaubert, puis qui est reprise par les naturalistes après Flaubert, jusqu'à l'adoption d'une perspective interne à l'univers fictionnel. Donc là, c'est le procédé soit du témoignage, soit du monologue intérieur, mais à travers un personnage fictif. Et puis, il y a aussi l'ironie, qui est une manière d'introduire une forme de distance. Le jeu JE peut être celui d'un personnage interne à l'univers fictionnel, sauf quand il s'agit d'autobiographie, d'autofiction ou du journal intime. Dans l'autofiction, il y a quelques éléments fictionnels aussi. Alors, cette démarcation entre le narrateur ou la narratrice et l'auteur sous-tend le point de vue esthète qui revendique la liberté de l'art et les droits de la fiction, mais le point de vue esthète peut également être assumé à la première personne et mis en scène dans des récits autobiographiques, des mémoires ou des journaux intimes. Donc en littérature, comme dans la chanson, au cinéma, au théâtre ou à l'opéra, les rapports entre l'auteur, le point de vue narratif et les personnages forment un espace relationnel complexe où les rapports entre la personnalité de l'auteur, sa biographie, ses valeurs sont tantôt masqués par le travail de fictionnalisation, dans un rapport, comme je le disais, allégorique ou métaphorique, tantôt explicitement revendiqués dans les écrits autobiographique en particulier. Donc là, ça ouvre une gamme des possibles entre ces deux stratégies d'écriture, qui va de l'identification complète entre auteur-narrateur dans le journal intime et jusqu'à la problématisation de cette relation dans le récit autobiographique. Dans l'autofiction, on a un entre-deux, on a l'introduction d'éléments fictionnels, mais on est quand même dans le pacte avec le lecteur, le pacte de sincérité de l'autobiographie, jusqu'à certains degrés. Voilà. Alors, dans le journal intime, l'identité revendiquée entre l'auteur et le narrateur fait qu'il n'y a pas de discussion possible sur l'imputation des propos qui sont tenus lorsque ceux-ci sont répréhensibles. Et ça me conduit à évoquer le cas de Gabriel Matzneff, dont les journaux intimes exhibent, en les magnifiant, des actes caractérisés de pédocriminalité, par exemple La prunelle de mes yeux en 93. Voilà, alors ces ouvrages ont été publiés sans être censurés, jusqu'à ce que l'an dernier, la publication du consentement de Vanessa Springora, qui est une de ses victimes, d'ailleurs celle de La prunelle de mes yeux, raconte fasse valoir son point de vue, celui d'une gamine de 13 ans qui a subi l'emprise de cet écrivain. Et à la suite de la publication du consentement, il y a eu une information judiciaire ouverte par le parquet de Paris pour viol sur mineur, même si les faits sont prescrits. En fait, dans les cas de pédocriminalité, on peut ouvrir une affaire. Et au même moment, ou même déjà un peu avant, Gallimard a décidé de retirer les journaux de Matzneff de la vente. Évidemment, ce que l'éditeur n'avait pas fait avant, mais il s'en expliquait en disant que le témoignage de Vanessa Springora l'a bouleversé et que donc il a décidé de retirer ces livres de la vente. Donc là, ça pose la question du rôle des intermédiaires, sur laquelle on aura sans doute l'occasion de revenir, mais qui jouent un rôle à tous les niveaux, y compris dans décider ce qui fait partie de l'œuvre, comme on disait. Alors, autre genre de l'écriture de soi, c'est l'autobiographie. Ça va des confessions de Rousseau à Si le grain ne meurt de Gide, puis Retour à Reims de Didier Ribon.
Et puis, il y a l'autofiction, où là, oui, j'ai mis aussi La place d'Annie Ernaux, qui relève aussi, enfin, c'est une autobiographie, mais qui est plus centrée sur l'histoire de son père, en fait. Mais il y a en tout cas la revendication de ce pacte de véracité, de sincérité et de véracité. Et il y a l'autofiction, donc je vous ai mis des titres de Camille Laurence et de Chloé Delhomme. Je ne vais pas développer ça maintenant parce qu'on n'a pas le temps, mais s'il y a des questions, évidemment, je suis contente de répondre sur les différences entre autofiction et autobiographie. Les éléments fictionnels sont parfois là pour protéger l'identité de proches, parfois pour contourner les risques de poursuite pour atteinte à la vie privée. Voilà. Alors, à l'inverse de cette démarche autobiographique, je voudrais citer des cas d'auteurs, des auteurs provocateurs comme Houellebecq, qui jouent habilement sur le rapport entre l'auteur et son double fictionnel, laissant entendre que celui-ci lui ressemble, sans assumer le pacte autobiographique. Donc, par exemple, le héros de Plateforme de Houellebecq s'appelle Michel. Le récit est à la première personne, mais évidemment, il ne s'agit pas de Michel Houellebecq. Et donc, du coup, les valeurs pénalement répréhensibles comme le racisme, l'antisémitisme et l'incitation à la haine en raison des origines religieuses restent internes à l'univers fictionnel. Donc là, dans le cas de Plateforme, en fait, le narrateur, qui a perdu sa compagne dans un attentat terroriste, se livre à une haine sans retenue à l'égard des musulmans, éprouvant, je cite, un tressaillement d'enthousiasme chaque fois qu'il apprend le meurtre par balle d'un enfant ou d'une femme enceinte palestinien. En même temps, les prises de position de Houellebecq dans les médias, donc c'est à cette époque, au moment de la sortie du livre, il qualifie l'islam de religion la plus con dans un entretien pour le magazine Lire en 2001, positionne donc l'auteur par rapport à la fiction, signifiant une sorte de connivence dans une stratégie de scandale médiatique qui va favoriser bien sûr les ventes du livre, sans exposer l'auteur à des sanctions pénales du fait du respect de l'autonomie des univers fictionnels. Et le critique Jérôme Mézot a analysé l'ambiguïté inhérente à Plateforme qui peut se lire à deux niveaux, le niveau d'un roman à thèse islamophobe et le deuxième niveau plus distancié, qui est plutôt second degré, hein, comme une sorte de pastiche de roman à thèse. Alors Houellebecq se défausse de toute responsabilité, il se défend d'être un auteur ou un intellectuel engagé, il dit me demander un avis sur un sujet quand on me connaît, c'est absurde parce que je change d'avis assez fréquemment. En même temps, on peut dire que sur ce sujet précis de l'islam, il n'a pas vraiment changé d'avis puisque l'auteur de Soumission fait preuve donc d'une constance à toute épreuve et donc une constance qui donne prise aussi à une interprétation de cette fiction politique de soumission qui narre l'accession d'un parti musulman au pouvoir en France comme aussi un roman à thèse, bien qu'elle se prête à la même double lecture que Plateforme du fait de la dimension ironique et même s'il prétend avoir évolué dans sa conception de l'islam. Alors, on peut dire que c'est une stratégie comparable, malgré tout ce qui les sépare, qu'a adopté Roman Polanski lorsque, dans un entretien avec Pascal Bruckner, diffusé dans le document de présentation de son film J'accuse, il a suggéré une analogie entre l'affaire Dreyfus, donc qui est l'objet de J'accuse, et sa propre situation. Alors, une analogie qui ne concernait pas les actes, hein, ce n'est pas un film qui traite de pédocriminalité ni de viol, évidemment. Ça ne concerne pas non plus les opinions de l'auteur, mais l'antisémitisme supposé des attaques contre lui et son innocence présumée. Évidemment, le caractère scandaleux de ce rapprochement entre une fausse accusation de trahison contre le capitaine Dreyfus et les actes de violence avérés contre une mineure pour lesquels le réalisateur a été condamné, hein, c'est Samantha Geimer dont vous voyez la photo là, a été largement dénoncé par les féministes et il y a eu le scandale des Césars sur lequel je reviendrai. Avec Adèle Haenel sortant et Virginie Despentes publiant la tribune « Désormais, on se lève et on se barre ».
Alors, ces cas montrent contre les défenseurs de la critique interne que la fiction elle-même s'éclaire de stratégies de l'auteur dans l'espace public et d'éléments biographiques. On peut prendre le cas Wagner, qui est également révélateur de la ressemblance entre la morale de l'auteur et de ressemblance morale, pardon, entre l'auteur et son œuvre, y compris dans cet art en principe plus abstrait qu'est la musique, alors même que son œuvre musicale avait été soigneusement dissociée de ses convictions antisémites depuis l'après-guerre. Cette séparation a été remise en cause par des chercheurs. Adorno avait déjà signalé que les personnages repoussants de l'œuvre de Wagner, Alberich, Mime et Beckmesser que vous voyez ici, étaient autant de caricatures de juifs. Et puis, plus récemment, le musicologue Jean-Jacques Nattiez démontre que c'est non seulement des opéras comme Les Maîtres chanteurs ou Parsifal, mais aussi la musique de la tétralogie véhicule des messages antisémites. Et selon Nattiez, l'antisémitisme de Wagner est étroitement imbriqué à ses stratégies dans le champ musical, visant en particulier deux concurrents qu'il admire et jalouse à la fois, qui l'aident d'ailleurs aussi, Félix Mendelssohn et Giacomo Meyerbeer. Alors, le degré de ressemblance entre l'œuvre et son auteur varie donc, mais prend surtout des formes plus ou moins transparentes et assumées. Et donc, vous voyez que ça ouvre un espace interprétatif que seul le recours à des éléments externes à l'œuvre permet de déterminer. Alors, ces éléments sont donc de deux ordres. D'une part, l'habitus et la trajectoire sociale individuelle et collective, c'est-à-dire familiale, générationnelle et ou nationale. Et d'autre part, les stratégies de l'auteur dans le champ de production culturelle, qu'il faut aussi confronter aux stratégies intellectuelles ou esthétiques telles qu'elles se manifestent dans l'œuvre même, c'est-à-dire là je pense aux choix thématiques, formels, stylistiques, discursifs. Donc on a vu l'exemple par exemple avec Nolde qui décide de changer, de remplacer les thèmes chrétiens par des thèmes nordiques pour plaire au régime nazi. Donc là, le lien entre les stratégies esthétiques et la stratégie d'auteur est évident. Parfois, c'est moins clair, c'est parfois moins clairement stratégique aux auteurs eux-mêmes, surtout lorsqu'ils poursuivent une œuvre de manière autonome des circonstances. Mais ça peut être une stratégie par rapport à des adversaires, des concurrents, etc. Alors, sociologiquement, on peut dire on peut dire avec Bourdieu que c'est dans la rencontre entre les dispositions éthiques et esthétiques ou intellectuelles de l'auteur et l'espace des possibles thématiques formelles d'un champ doté d'une histoire spécifique que s'enracinent les choix formels et que cette originalité prend tout son sens. Selon la théorie du champ de Bourdieu, l'œuvre est en effet le produit de la rencontre entre la trajectoire singulière d'un ou d'une auteur et un espace des possibles qu'il appelle le champ, donc littéraire, artistique, musical, philosophique. Le champ se présente aux entrants sous forme d'options structurées, souvent en opposition, réalisme versus romantisme, vers libre versus abstraction, vers libre versus rime, abstraction versus peinture figurative. Voilà, donc les choix qui s'effectuent entre ces options sont tributaires des dispositions esthétiques et éthico-politiques du créateur ou de la créatrice. Et selon le degré d'autonomie de ce champ, le travail de mise en forme des matériaux va tendre à s'inscrire à les inscrire dans un dialogue avec cette histoire spécifique, autant sinon plus qu'avec les préoccupations de l'heure. Donc beaucoup d'auteurs ne se préoccupent pas de l'actualité politique, enfin, ils travaillent avec le passé, hein, avec l'histoire de l'art ou avec l'état, les transformations en cours du champ. Et c'est ça la notion d'autonomie. En revanche, la morale de l'œuvre renvoie aux dispositions éthico-politiques profondes de l'auteur qui sont plus ou moins euphémisées ou sublimées dans ce processus de mise en forme selon sa double stratégie dans l'espace public et dans l'œuvre, comme l'ont montré Bourdieu dans le cas de Heidegger et Nattiez dans celui de Wagner. Alors, dans son livre sur Heidegger, dans son livre sur Heidegger, Bourdieu analyse en fait le travail de mise en forme philosophique qui euphémise des notions directement issues de l'humeur völkisch de la révolution conservatrice, ainsi que l'antisémitisme,
Et donc, c'était bien avant qu'on ne découvre ces écrits antisémites, mais bon, Bourdieu le repère déjà. Donc, vous voyez qu'un travail fin sur l'œuvre permet de repérer, en fait, et donc je pense qu'il n'aurait pas été autrement étonné de découvrir ces cahiers noirs. Donc, et là, toutes les tentatives de dissocier l'œuvre philosophique de Heidegger de ses engagements pro-nazis se sont effondrées avec la publication des cahiers noirs, où l'antisémitisme est en fait inscrit au cœur du nouveau cheminement philosophique que Heidegger entreprend dans les années 30. Mais les auteurs ne peuvent être assimilés à leur œuvre de manière automatique. Il faut distinguer représentation et apologie. On peut représenter un criminel sans s'identifier à lui et à ses valeurs, même s'il peut y avoir des ambiguïtés. Bon, on l'a vu dans le cas de Houellebecq, hein, sur les valeurs islamophobes. Je voudrais mentionner le cas du rappeur Orelsan, où dans son cas, on voit que la fiction permet parfois de faire passer des messages prohibés dans l'espace public au nom de cette distinction entre représentation et apologie. Donc cette fameuse chanson où il joue un personnage, il incarne un personnage, un homme qui rentre ivre chez lui, trouve sa femme avec un autre homme et exprime son envie de la tuer, en fait. Et donc ça va assez loin, hein. Il parle même de la Marie Trintignant, donc vous voyez l'allusion à la référence au meurtre de Marie Trintignant par Bertrand Cantat, qui là n'était pas un meurtre volontaire, c'était un meurtre involontaire et donc là, il transforme cet acte en un acte quasi volontaire. Et en fait, il a été relaxé parce que donc on a distingué effectivement la représentation de l'apologie, hein, ça n'a pas été considéré comme une apologie, même si il reste cette ambiguïté. Et ça nous conduit en fait à la troisième dimension, au rapport de causalité supposé entre l'œuvre et l'auteur, et la question de l'intentionnalité. Hein, est-ce qu'il avait l'intention de nuire ou pas à travers cette chanson, par exemple. Et c'est le cas de beaucoup de procès que j'ai étudiés dans mon livre sur la responsabilité de l'écrivain. Je ne lis pas l'arrêt de la cour d'appel, mais vous voyez que ça apporte un jugement qui me paraît très abusif sur le rap et très généralisant, alors que le rap, il y a aussi des chansons qui sont plus du côté de la morale. Enfin bon, voilà, donc on ne peut pas tout unifier. Donc la question de l'intention et la causalité, je ne vais pas développer le point du intentionnalité, on les oppose très souvent, hein. Vous savez, on oppose explication et compréhension en disant que les actions humaines ne peuvent être motivées que par des raisons, des intentions et donc des finalités, et donc ne peuvent être pensées de manière causale. Et en même temps, aussi bien Max Weber que le philosophe Davidson pensent les raisons comme des causes, donc on peut dépasser en fait cette opposition. Et de toute façon, sur le plan juridique, on distingue l'intention de l'action. L'intention n'est jamais punie en tant que telle, elle n'est punie que si elle a donné lieu à un acte, hein. C'est que dans la religion qu'on condamne les intentions coupables. À l'inverse, l'acte peut se distinguer dans ses conséquences de l'intention, par exemple quand un individu a causé une mort accidentelle indépendante de sa volonté, comme dans le cas justement de Bertrand Cantat. Donc évidemment, l'intentionnalité aggrave le crime. Et de ce fait, le sociologue Paul Fauconnet avait distingué, le sociologue du droit durkheimien, avait distingué entre responsabilité objective, donc là c'est la question de la matérialité de l'acte, de la responsabilité subjective, là c'est la question de l'intentionnalité de l'acte, hein, qui confère à l'acte sa signification. Mais là encore, la question de l'intention se heurte à la réception
qui donne sens à l'œuvre. Alors tout d'abord, l'intention peut être déniée. J'ai travaillé sur les procès de l'épuration au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale, et en fait, les défenseurs des intellectuels qui étaient poursuivis pour intelligence avec l'ennemi arguaient du droit à l'erreur en disant ils se sont trompés en fait. Alors on peut évidemment interroger cette notion de droit à l'erreur s'agissant de prise de position idéologique, ce que disait Julien Benda, et c'est une faute de logique quand il s'agit de prise de position idéologique, mais en tout cas on voit bien qu'il y a un argument est de dire que, alors par exemple Brasillac va dire moi j'avais pas l'intention de trahir, je voulais servir la patrie, et mes propos ont été utilisés malgré moi par des traîtres. Alors de manière moins dramatique, on observe ça en fait en permanence dans ces procès, la question de l'influence de l'auteur et de l'exemple que l'œuvre a pu constituer. Et alors j'ai étudié dans le livre un cas assez extrême d'écart entre les intentions de l'auteur et la réception, enfin une partie de la réception, parce que ça n'était qu'une partie. C'est le cas de Brett Bailey avec Exhibit B, qui reconstituait en fait des zoos humains de l'entre-deux-guerres. Et en fait, cette performance que moi j'avais vue à Avignon la première fois quand elle a été présentée en France, et où là il n'y avait aucune ambiguïté, enfin, les gens ressortaient complètement bouleversés, les acteurs qui avaient performé avaient écrit des textes à la fin de l'exposition, enfin de la performance, pour dire pourquoi ils avaient accepté, et en fait il n'y avait pas d'ambiguïté dans le fait que le regard qui se retournait vers l'observateur était un regard qui était gros de violence, qui était gros de rébellion, et qui n'était pas du tout un regard de résignation ou de soumission. Et en plus, ça se terminait sur le renvoi des migrants actuels venus de l'Afrique subsaharienne dans des avions. Donc il y avait une sorte d'accusation de la partie coloniale, c'était très clair. Et pourtant, dans la réception, il y a eu, et c'est notamment quand c'est arrivé à Londres, et puis ensuite en Seine-Saint-Denis, il y a eu des protestations des mouvements, de certains mouvements antiracistes, en disant que ça renvoyait à une vision passive et soumise des Noirs. Et beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, n'avaient pas vu du tout la performance. Alors, dans le cas d'Orelsan, on a vu, c'est plus ambigu, la question de la réception. Un autre cas ambigu dont je ne traite pas dans le livre, parce qu'il n'était pas encore sorti, mais qui est sorti depuis en septembre, c'est l'affaire Frisk-Corleone, où là, en fait, si on écoute les chansons incriminées, en fait, on a l'impression qu'il n'y a pas de... on ne sait pas qui parle, on a l'impression d'un collage de propos tenus à droite à gauche, avec des propos antisémites ou négationnistes, mais un collage dont on ne sait pas à qui imputer en fait la responsabilité, et donc il fait passer en fait un message à travers ce texte, mais le statut du discours est indéterminé. Alors, je vais aller plus rapidement là sur la deuxième partie, juste pour dire un peu les cas abordés. Donc, les polémiques autour de Roman Polanski, Peter Handke et d'autres cas ont soulevé deux interrogations. Faut-il censurer les auteurs en raison de leur conduite en tant que personnes? Peut-on les récompenser pour leur œuvre sans tenir compte des agissements ou attitudes de la personne? Et du coup, ça pose une question aussi sur des figures consacrées comme Heidegger, Gauguin ou Nolde, dont les engagements passés étaient méconnus ou sous-estimés. Doit-on procéder à une réévaluation du canon? Un Gauguin, évidemment, c'est pour le fait d'avoir abusé de sa position d'homme
adulte blanc à Tahiti avec des très jeunes filles qui étaient mineures. Alors, nombre d'intervenants dans ces affaires se sont exprimés en faveur de la dissociation entre la personne et l'œuvre, quand d'autres avançaient leur inséparabilité. Or, ces derniers n'ont pas eu de mal à contester une telle distinction en s'appuyant sur les auteurs eux-mêmes. Par conséquent, les débats ne se résument pas à cette opposition, ils ont aussi porté sur la nature des actes commis, y compris les actes de langage, hein, j'utilise le concept de John Austin, le philosophe anglais, et leur rapport avec l'œuvre. Et c'est dès lors, au nom de la liberté de l'art ou de l'autonomie de la philosophie, qu'est revendiquée la dissociation, suivant l'idée que la qualité de l'œuvre est sans rapport avec la morale de l'auteur. Et les protestations de l'autre camp sont renvoyées à ce que Nietzsche définit comme la moraline. Alors, ces affaires où l'on retrouve sous des formes diverses les trois composantes des scandales, violation des normes, révélation et indignation, ont toutes en commun la problématique du rapport entre la morale de l'auteur et la morale de l'œuvre. Et donc, ce sont des luttes qui mettent aux prises des intellectuels, des artistes, des intermédiaires culturels, des critiques, des associations, des représentants politiques et des juristes. Et il y a une des particularités de ces affaires, c'est que c'est la mobilisation collective des intellectuels, sous forme de pétitions ou de déclarations communes. Par exemple, la pétition de la section états-unienne du Pen Club contre le Nobel attribué à Handke en raison de ses prises de position pro-serbe. C'est un cas, c'est du jamais vu, hein, c'est la première fois qu'il y a une telle prise de position. Ou encore, il y a eu une pétition en sa défense par des écrivains et traducteurs français. Alors, ces affaires se différencient cependant sous trois aspects. D'abord, la nature et la gravité des actes. Donc, on a donc leur gravité au regard de la loi, mais aussi au regard des opinions publiques. Et ces opinions publiques, elles constituent des prises de position dans des luttes fortement médiatisées autour de la qualification de ces actes et des conséquences à en tirer. Donc les cas de Polanski et Matzneff concernent les comportements répréhensibles, hein, viol, pédocriminalité, meurtre. C'est le cas de Cantat, pas dans le leur. Un autre ensemble de cas a trait aux prises de position idéologiques. Donc là, prise de position idéologique condamnable, incitation à la haine raciale, antisémitisme, adhésion au fascisme et au nazisme. Alors, que faire des révélations concernant les engagements de jeunesse ayant précédé l'œuvre dans le cas de penseurs tels que Maurice Blanchot, Paul de Man, Hans-Robert Jauss ou encore de Günter Grass, lauréat du prix Nobel de littérature. Quelle relecture de l'œuvre philosophique de Martin Heidegger impose la publication des Cahiers noirs? Que signifie d'inscrire Charles Maurras au livre des commémorations nationales? Donc la polémique qui a été soulevée par l'affaire du Nobel à Handke fait l'objet de mon dernier chapitre, mais je n'aurai pas le temps de l'aborder, on peut l'aborder dans la discussion. Si vous voulez, je voulais le mettre à part parce qu'il me semblait qu'il ne relevait pas tout à fait du même cas de figure. Ce sont des prises de position idéologiques qui peuvent être, mais qui ne sont pas du même ordre que l'incitation à la haine raciale ou l'antisémitisme. On l'a accusé de négationnisme, mais c'était une accusation abusive parce qu'il n'a pas tenu de propos négationnistes en soi, même si je montre qu'il y a des ambiguïtés dans ses propos. Donc, le premier facteur, c'est donc la nature des actes condamnés et leur gravité. Le deuxième facteur de différenciation, c'est le rapport entre ces actes et l'œuvre. Est-ce que ces actes sont présents dans l'œuvre et sous quelle forme? Et là, bon, on peut prendre la différence entre Matzneff et Polanski. On ne trouve pas trace dans l'œuvre de Polanski du viol de Samantha Gamer, ni d'apologie de la pédophilie, contrairement à Matzneff, qui non seulement décrit ses ébats avec des gamines de 12 à 14 ans dans ses journaux, mais s'en vante et promeut ce qu'il appelle la philopédie. Or, l'apologie d'un crime comme la pédophilie est interdite et tombe sous le coup de la loi. Et Matzneff ne doit qu'à ses relations et protections d'avoir pu continuer à publier ses journaux au grand jour jusqu'à la parution du témoignage de Vanessa Springora, hein, comme je le disais, qui donc interroge cette notion de consentement.
Et c'est ça qui a conduit Gallimard à le retirer de la vente. Je voudrais juste ajouter que Matzneff, chez Matzneff, à la différence de Polanski aussi, c'était un vrai système, parce qu'il soutirait à ses gamines, alors un système non seulement parce qu'il consommait, hein, c'est le cas de le dire, en grande quantité, mais aussi il soutirait à ses gamines leurs lettres d'amour pour les publier dans ses journaux, donc pour en tirer un double profit symbolique et économique, tout en produisant les soi-disant preuves de leur consentement, afin de se prémunir en cas de poursuite, sans doute. Alors, le cas de Claude Lévesque, que je voulais évoquer avec vous, qui n'est pas dans le livre, puisqu'il est apparu en janvier dernier, c'est un cas intermédiaire plus complexe. A priori, il n'y a pas de représentation de la pédophilie ni d'apologie inscrite dans l'œuvre. Donc, on serait plus proche du cas Polanski. Mais si les faits sont avérés, se posera la question du mode de production de certaines de ces œuvres qui photographient le corps de jeunes garçons, comme Vacances au Cambodge, que vous voyez là à gauche, et qui pourraient tomber sous le coup de la loi s'il s'avérait donc que ce sont des victimes de l'artiste. Il est d'ailleurs difficile aujourd'hui de regarder ces photos sans penser aux conditions de leur production et à leur ambiguïté. Et il en va de même pour les doudous qu'il demandait aux enfants de lui donner et les inscriptions de mains d'enfants sur certaines de ses œuvres, comme Chute, là, vous voyez en bas. Donc ce cas montre encore une fois que même quand on veut séparer l'œuvre de l'artiste, ce dernier laisse toujours des traces plus ou moins cryptées de sa vie et de sa personne dans son œuvre. Alors s'agissant des œuvres de Claude Lévesque qui n'ont pas de rapport direct avec l'accusation de pédocriminalité, le problème se pose différemment, mais on peut comprendre que certaines institutions préfèrent attendre une clarification pour avoir plus de recul, d'autant qu'une partie du milieu artistique était manifestement au courant et que cela pose des questions. Ça soulève encore une fois la question du rôle et de la responsabilité des intermédiaires culturels. Et puis donc le troisième facteur de différenciation des cas, c'est le degré variable de consécration des auteurs concernés, qui a une incidence sur le retentissement local, national ou international de la polémique et sur ses enjeux. Donc, faut-il réévaluer les auteurs canoniques ou en voie de classicisation et leur héritage intellectuel au regard des révélations, comme dans le cas Heidegger, ou faut-il remettre en cause certaines marques de reconnaissance, les prix, commémorations aux auteurs jugés indignes, comme Handke, Polanski, puisque dans Polanski, c'était l'affaire des Césars qui était contestée, hein, qu'il s'agisse des contemporains ou des auteurs encombrants pour la mémoire collective. Donc là, c'est la question plus de l'inscription de Céline et de Maurras au livre des commémorations nationales. Et comme vous le savez peut-être, Angela Merkel a décroché le tableau de Nolde qu'elle avait dans son bureau de Nolte. Dans tous les cas, c'est la consécration qui est en jeu et les adversaires se servent de cette célébrité pour promouvoir la cause qu'ils défendent dans l'espace public. Par exemple, les féministes utilisent la notoriété de Polanski ou de Bertrand Cantat pour promouvoir la cause des femmes. Voilà, donc pour conclure, parce que j'étais un peu longue, peut-on dissocier l'œuvre de l'auteur? Oui, parce que l'œuvre échappe à son auteur aussi bien en amont dans le processus de création qu'en aval dans le processus de réception, hein. Il y a des appropriations qui sont distinctes des intentions de l'auteur, comme on l'a vu, et c'est pourquoi Barthes avait proclamé la mort de l'auteur, mais cette mort de l'auteur qui laissait la place aux critiques est quand même aussi à discuter. Elle est à discuter, et ça c'est le non, parce que sociologiquement, malgré tout, l'œuvre ne peut être dissociée de son auteur. À condition, cependant, de restituer cet auteur dans un espace des possibles, de reconstituer ses stratégies d'auteur et ses stratégies de création pour éclairer sa posture, c'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener en fait toute
l'œuvre qu'à des éléments biographiques. Il faut prendre en compte les choix qu'il fait dans un espace des possibles. Par exemple, la philosophie de Heidegger ne peut être entièrement ramenée à son humeur folkish et ses valeurs éthico-politiques proches de la révolution conservatrice, parce qu'il dialogue avec la tradition philosophique. euh, voilà, et de même que Nolde ou d'autres, ou Wagner, dialoguent avec le champ artistique ou musical. Alors, ce qu'il faut quand même retenir, c'est qu'il y a la nécessité, ce que je propose en conclusion, c'est de distinguer censure et critique. Évidemment, je ne pense pas que la bonne solution soit de supprimer les œuvres, même lorsqu'elles sont en cause, sauf lorsqu'elles enfreignent clairement, sauf quand elles, comment dire, performent en fait une sorte de violence symbolique sous forme de racisme ou de stigmatisation de populations vulnérables, parce que là, elles ont un effet performatif. Mais dans les autres cas, les supprimer, en fait, reviendrait à la même chose que si on ignorait la violence symbolique qu'elles ont exercée, hein, que ce soit les œuvres sexistes du passé. Il vaut mieux en parler et l'expliciter. Et d'autant plus qu'il s'agit d'auteurs canoniques, parce que ces auteurs canoniques ont laissé des traces dans l'histoire de l'art, de la pensée, de la culture, et les exclure, ça reviendrait en fait à ne pas tenir, à effacer aussi ces influences, et on ne saurait plus d'où viennent en fait ces formes de violence symbolique assez imperceptibles. Donc, le parti pris serait plutôt d'expliciter, mais en même temps, souvent on entend dire quand on critique ou quand on explicite ces dimensions que c'est de la censure. Il faut combattre cette assimilation de la critique à la censure, qui est la tendance notamment chez, par exemple, les auteurs d'extrême droite. À chaque fois qu'on les critique, ils disent qu'on les censure. Ben non, c'est pas ça. Le principe de la liberté d'expression, c'est de permettre à la critique de s'exprimer librement, justement pour qu'il y ait la possibilité de confronter les points de vue et d'arriver dans un débat rationnel, et d'arriver à des formes plus ou moins de consensus. Et puis, le dernier point que je voulais évoquer, pardon, c'est celui de la responsabilité des intermédiaires culturels. Et si on reprend j'ai cité l'exemple de Gallimard qui retire les journaux de Matzneff, mais on peut revenir au cas des musées comme le MAMCO, qui a décidé de retirer les œuvres de l'évêque. Alors, il y a eu une grande agitation. Est-ce que c'était de la censure? On peut dire en même temps, le MAMCO, qui est à Genève, qui est la ville de Laurent Follon, qui est donc la victime de l'évêque, qui a révélé en fait ces faits, enfin une des victimes. Et Follon, lui, s'est pas prononcé pour la censure, mais chaque institution est libre d'exercer son droit de sélection des œuvres qu'elle expose et d'élaborer une politique conforme aux valeurs esthétiques et éthiques inscrites dans sa mission. Et les institutions publiques sont en outre soumises au cadre légal qui condamne la pédocriminalité. Donc la question du mode de production de certaines œuvres pose de vrais problèmes à leur présentation. Voilà. Je m'excuse, j'étais un peu longue, mais je vais m'arrêter là. Merci beaucoup, Gisèle, pour cette présentation concise de votre livre. Du coup, le temps de laisser les auditeurs poser quelques questions. Je ne sais pas si l'écrit sera le plus pratique, mais testons. Je vais ouvrir le chat. Je voulais vous poser une question plutôt en lien avec votre livre, que là, vous n'avez pas abordé. Enfin, si vous avez évidemment cité un certain nombre de prises de position fascistes, antisémites, sexistes, en citant plusieurs grandes figures du passé. Et dans votre livre, dans la conclusion, vous évoquez l'idée d'un inconscient épistémique. Et j'aurais bien aimé que vous reveniez là-dessus, parce qu'il y a quelque chose de peut-être un peu moins singularisant que l'ensemble de la présentation, qui me semblait intéressant. Oui, tout à fait. Merci de poser cette question. J'en parle notamment à propos de Heidegger et de Jauss, parce que ce sont des œuvres qui font partie en fait de notre culture, de notre bagage
intellectuelle et de cet inconscient. Elle forme cet inconscient épistémique qui, même si on écarte ses œuvres, vont rester présentes. Alors chez Yaos, il n'y a pas l'équivalent puisque ses engagements nazis sont antérieurs à l'œuvre. Il y a eu des tentatives intéressantes de certains chercheurs de mettre en relation en fait son œuvre de critique avec la biographie, qui a suscité beaucoup d'émotions puisque c'est le chef de file de l'école de Constance, et il est important. Je trouve que ces tentatives, même si elles sont parfois limitées ou discutables, elles sont plus intéressantes et de ne pas supposer que le rapport est direct, mais quand même d'interroger qu'est-ce qui, dans notre bagage intellectuel et dans cet inconscient épistémique qui est transmis de génération en génération au niveau du canon, hein, qu'est-ce qui véhicule des formes de violence symbolique. Et si on élimine certaines œuvres sans l'interroger, ben on va manquer justement la manière dont cette violence symbolique a pu se diffuser, se disséminer de manière imperceptible. Hein. Voilà. Donc je pense que justement l'analyse que Bourdieu fait sur Heidegger, où il révèle comment on peut trouver crypté dans la philosophie de la première, avant la révélation des Cahiers noirs, cette forme d'antisémitisme dans certaines représentations qui sont véhiculées. Hein, donc ça me paraît une œuvre d'anamnèse très importante, c'est-à-dire de faire advenir à la conscience cet inconscient épistémique et la manière dont il a pu nous marquer en fait. Hein. Par exemple, le thème de la machination hein, chez Heidegger, ce thème de la machination qui est totalement lié en fait aux Juifs, la question de la pensée calculatrice qui fait obstruction à la pensée méditante. Voilà, donc là, dans les Cahiers noirs, on voit que c'est ou toute cette notion de l'attachement au sol. Et c'est intéressant parce que Bourdieu montre aussi comment, en fait, dans les traductions de Heidegger, il y a eu un travail. Alors déjà, Heidegger lui-même, il fait tout un travail pour créer une sorte de distance entre des notions qu'il emprunte à cette humeur folkish, à cette révolution conservatrice, et les théoriser et leur donner une allure plus théorique, plus conceptuelle. Et Bourdieu montre que dans la traduction, ça s'est encore accru cet écart, c'est-à-dire cette volonté de créer une distance complète. Donc, l'être jeté, par exemple, l'être jeté, bah, c'est l'attachement au sol, et en fait, seule la nation allemande a cet attachement au sol qui va lui permettre de réaliser, de retrouver le chemin de la philosophie. Et évidemment, c'est Heidegger le chef de file de ce nouveau cheminement. Voilà. Et alors, est-ce que je regarde s'il y a des questions ou pas encore? Et une autre question, alors c'est une question un peu subjective, j'imagine, mais là, vous avez clairement exposé que la distinction entre l'œuvre et son auteur est complexe. C'est pas oui ou non, c'est oui et non, et ça dépend des cas. D'ailleurs, tout votre livre, vous traitez vraiment au cas par cas de nombreuses œuvres, et dans la présentation également. Mais quelle que soit cette distinction-là, on se retrouve au final avec une œuvre. Et comment on dissocie, réconcilie les valeurs esthétiques et morales. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait si on aime écouter Wagner ou lire Céline, tout en connaissant leur antisémitisme? Oui. Alors, bon, moi, je lis Céline, j'écoute Wagner, même si ce ne sont pas mes auteurs et compositeurs favoris. Hein, je pense que la réponse, elle se trouve dans ce concept de chant, c'est-à-dire qu'il y a une partie de ces valeurs éthiques qui sont présentes, hein, et même dans le voyage, on peut voir des traces de racisme hein, dans le voyage au bout de la nuit, ou dans Mort à crédit, enfin voilà. Mais ça n'empêche pas que le travail de la forme qui euphémise en fait ces valeurs permettent de bon, il y a une percée en termes de forme, hein, et c'est vrai que l'œuvre de Wagner, il y a des parties qui sont très belles, et enfin, il y a beaucoup de choses très belles hein, dans Wagner.
c'est un compositeur qui d'ailleurs, Nates l'explique très très bien, hein, comment un peu par dépit face au succès de Meyerbeer et de Mendelssohn, il se replie sur une forme plus exigeante, plus moins mondaine, on peut dire moins grand public, parce qu'en fait, il n'y arrive pas, il vient à Paris, il n'arrive pas, il échoue, et donc c'est un peu par dépit qui s'oppose en fait à Mendelssohn et Meyerbeer. Donc du coup, cette histoire éclaire beaucoup son positionnement. Mais bon, voilà, cette ambiguïté est là, et c'est vrai aussi pour des œuvres sexistes, et je pense que c'est pour ça que l'explicitation et la discussion sont importantes. Mais aussi, je pense qu'il faut le travail sur les œuvres elles-mêmes est extrêmement important, parce que je pense que là, on verrait toute la différence, par exemple, entre une peinture de Gauguin qui se différencie complètement pour moi outre la qualité des écrits de Matzneff, parce que Gauguin, il cherche quand même à atteindre la subjectivité de ces jeunes filles qu'il peint, il les fait émerger et apparaître dans l'espace public sans que ce soit un faire-valoir, alors que chez Matzneff, la description de ces gamines qu'il abuse, ça n'est qu'un faire-valoir pour lui-même, il se fiche totalement de leur subjectivité, enfin, il ne les pense que comme amoureuses de lui et comme faire-valoir de sa personne et comme objet sexuel à exploiter, en fait. Voilà. Il y avait une question de Evelyne Toussaint à qui je vais donner la parole en vrai. La voilà. Hop. Oui, bonsoir. Bonsoir, merci beaucoup pour votre livre, hein, formidable, et merci pour votre présentation ce soir. Il me semble que, je ne sais plus où, je ne retrouve pas la page là, mais dans votre écrit, vous distinguez anamnèse et déconstruction. Et est-ce que vous pourriez revenir là-dessus? Parce que nous, dans notre travail universitaire, en général, quand on parle de déconstruction, c'est justement la mise au jour de cet inconscient épistémique. Est-ce qu'il y a une ambiguïté sur laquelle vous pourriez revenir, s'il vous plaît? Ah oui, je n'avais pas forcément pensé comme une opposition, hein. Vous avez tout à fait raison, la déconstruction avait cette volonté d'anamnèse, et d'ailleurs c'est intéressant parce qu'on peut voir comment la déconstruction a été appliquée par exemple par Jeffrey Melman à Blanchot lui-même, donc à une des figures fondatrices de la déconstruction. Donc ce que je dis, c'est que en fait, Melman y a vu quasiment en fait, il a vu dans le fait qu'il y avait ce passé caché chez Blanchot le problème de l'inconscient épistémique de la déconstruction, en fait, on peut dire. C'est-à-dire que il y avait une sorte de péché originel qui avait été caché par tout ce travail ultérieur de la déconstruction. Et donc pour lui, ça le conduit vraiment à faire un peu d'essayer de voir les limites en fait de cette méthode. Alors c'est intéressant parce qu'il y a aussi donc Paul de Man, donc il y a eu l'affaire Paul de Man aussi, donc Blanchot, de Man, c'est deux grandes figures, surtout de Man bien sûr. Yaus, qui n'était pas vraiment dans la déconstruction, il y avait aussi la question de décentrer vers plutôt la réception, et donc ces deux théories critiques très importantes qui ont coexisté et ils se sont rencontrés d'ailleurs, de Man et Yaus, ils s'appréciaient, alors que Yaus n'aimait pas Derrida. Ça pose la question qu'a soulevée Melman. Et d'ailleurs, Derrida, au départ, a refusé, quand Melman a envoyé les premiers textes sur Blanchot, il n'a pas voulu les publier. Donc il y avait une forme de résistance, toujours de résistance à cette anamnèse, en fait. Voilà, donc c'est peut-être ça que c'est à cela que vous pensez peut-être dans ce que Oui. j'écrivais. Oui, absolument. Donc il vaut mieux privilégier l'emploi du terme anamnèse, finalement, qui est moins ambigu. Moi, je ne rejette pas le terme de déconstruction, hein, en soi, surtout aujourd'hui, que la notion même de critique aujourd'hui
aux États-Unis, il y a un grand courant anticritique et donc moi, je ne souscris pas du tout à cette remise en cause de la fonction critique des sciences humaines et sociales et à tout ce travail de… Voilà. Je pense que c'est une pente dangereuse qui va dans le sens de certaines attentes hétéronomes hein, et je pense qu'il faut une défense principale de l'autonomie de la pensée des sciences humaines et sociales, c'est défendre cette fonction critique aujourd'hui. Et donc, de ce point de vue-là, la déconstruction a joué un rôle important. Hein, et certains travaux, comme ceux de Mellman, qui remontent justement au passé de Blanchot, ben voilà, il fait ce travail d'anamnèse. Mais ça veut dire qu'il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers. C'est-à-dire que ce travail est toujours à recommencer, à refaire. Et l'anamnèse, elle n'est pas… Enfin, moi-même, je suis sidérée aujourd'hui de penser que j'ai été formée à certaines théories dont je ne voyais pas, enfin voilà, les sources, les origines. Enfin, c'est vrai, par exemple, c'est vrai qu'on a quand même malgré tout des réflexes éthico-politiques parce que j'ai jamais été attirée par Heidegger, ça m'a jamais intéressé. Enfin, vraiment, j'ai une formation de philosophie, mais c'est pas du tout ça qui m'a attirée. Enfin voilà, donc malgré tout, on a des sentiments et des intuitions hein, dans ces orientations. Mais je pense que le travail de réflexivité est indispensable. Et évidemment, moi, la méthode que je préconise, c'est celle de Bourdieu. Ce que je pense, la différence, voilà, ce qu'on peut dire comme différence entre déconstruction et anamnèse, c'est que le travail d'anamnèse tel que le préconise Bourdieu implique justement, ce n'est pas qu'un travail textuel, ça implique aussi un travail sur les aspects biographiques. Et du coup, on ne peut plus échapper à cette question du rapport entre l'œuvre et l'auteur, même si, comme je le montre, c'est un rapport qu'on ne peut pas dire simple, mais en tout cas, il faut poser la question de ce rapport. Merci. Et j'ai une autre question. Est-ce que vous pensez que les juristes vont consulter des spécialistes de sciences humaines et sociales pour prendre leurs décisions en matière de jugement et donc de censure qui vont en découler? Par exemple, est-ce que vous êtes peut-être amené à être consulté sur ce genre de questions, comme ça a pu être le cas enfin, dans des grands moments autour du genre, par exemple Vous avez tout à fait des raisons de poser la question parce que vous pensez évidemment au procès lié à la Deuxième Guerre mondiale dans lequel les historiens ont été interrogés comme témoins. Parce que c'est le seul statut qu'ils peuvent avoir. Alors c'est intéressant parce qu'en fait, ils ne peuvent pas être experts. Les seuls experts reconnus auprès des tribunaux sont les psychiatres. Hein. Donc on ne peut pas avoir le statut d'expert et on pourrait être interrogé comme témoin. Bon, moi je donne des analyses par écrit. A priori, je ne souhaite pas, enfin, je n'ai pas du tout l'ambition de figurer comme témoin. Les juristes peuvent lire ce qui s'écrit ou décider de ne pas lire, hein, parce que parfois ils décident de ne pas lire certaines choses. Mais évidemment, ce qui s'écrit, ça peut participer évidemment du débat. Mais je pense par exemple à d'autres cas où il y a le procès de Pauvert pour la publication des œuvres complètes de Sade. Eh bien, il y avait beaucoup d'écrivains, de médecins qui étaient cités comme témoins, alors plutôt par la défense. Voilà. Donc, effectivement, on peut être amené… alors après, si on est cité, je ne sais pas si on peut se… Enfin, voilà. Je ne sais pas ce que je ferais si j'étais cité, mais je ne pense pas que je veux dire, je ne pense pas… mais que ça puisse être utilisé, certainement. Et bon, j'espère que ça sera utilisé à bon escient. Ouais. Alors, je reçois une question. Donc, quelle est selon vous la place des musées pour ce qui est d'exposer les œuvres d'artistes sujets à ces problématiques? Vous avez un peu évoqué à la fin de votre présentation.
Oui, je l'ai dit rapidement et effectivement, ça n'apparaît pas tellement dans le livre parce que je n'avais pas le cas l'évêque à l'époque. Alors, j'ai entendu parler, mais j'ai pas vraiment approfondi pour le moment, qu'il y avait un projet justement de créer un musée qui serait spécifiquement dédié à tous les auteurs problématiques, tous les artistes problématiques. Ah oui? Et bah, ou alors, je ne sais pas si c'était juste quelqu'un qui a suggéré ça. Ouais, ben, ça pourrait être une idée intéressante parce que du coup, ça poserait cette question de manière claire d'un artiste à l'autre et permettrait des comparaisons. Après, comme je le disais, je pense que les musées doivent avoir une politique conforme. Par exemple, le choix de la National Gallery au moment de l'exposition Gauguin de ne pas supprimer, hein, de ne pas annuler l'exposition comme ça a été demandé par certains groupes de la cancel culture, mais de maintenir l'exposition avec des grands panneaux explicitant le problème que pose le fait de peindre des jeunes filles mineures dans situation coloniale. Bah, moi, me paraît, comme je le disais, plus pédagogique et plus utile justement au travail sur notre inconscient collectif et notre inconscient épistémique, parce que ces œuvres, elles sont gravées dans notre mémoire collective, hein, qui n'a pas vu les œuvres de Gauguin, mais de savoir que ça pose le problème que ça pose, de soulever le problème que ça pose me paraît plus utile et plus important. Comme je disais, dans le cas l'évêque, c'est plus compliqué parce que c'est une affaire en cours et que je pense que quoi qu'il advienne, on est pris dans cette affaire. Ce que je dis aussi à la fin du livre, que je n'ai pas eu le temps de redire ici, mais je voudrais le dire, c'est que la question de la réévaluation du canon se pose, mais se pose vraiment, pas pour ceux qu'il faudrait exclure, mais surtout pour ceux qui ont été exclus, et je pense notamment aux artistes femmes. Alors il y a ce site est formidable là, qui fait un travail sur Aware. ouais, Aware. sur les artistes femmes, mais tout d'un coup on découvre toutes ces merveilles cachées. On a redécouvert Goncharova, mais Goncharova en 1913, elle était archi connue au niveau international. Donc il y a une grande expo d'elle, et donc le fait que ces artistes ou ces femmes écrivains aient été marginalisées, ben c'est surtout vrai dans l'art, c'est impressionnant. Enfin, la manière, c'est beaucoup plus qu'en littérature. C'est un effet du processus de sélection qui est biaisé et dont on voit qu'il n'est pas seulement esthète. Et il en va de même hein, pour les artistes de minorités noires ou autres, toutes les minorités ethniques, les minorités religieuses. Enfin, donc cette révision du canon, elle est nécessaire. Ça, c'est aussi quelque chose que nous a légué la déconstruction et qui est extrêmement important, enfin, de faire ce travail critique sur le canon. Et effectivement, bon, je ne pense pas qu'on puisse tout simplement renoncer, déqualifier l'œuvre de Heidegger, la retirer du canon philosophique comme le demande Faye, mais peut-être qu'il faudrait quand même réévaluer sa place de manière plus limitée et puis peut-être mettre en avant d'autres figures qui ont été moins mises en avant et notamment des figures féminines ou de minorités. Hein. Je pense en sociologie par exemple, on redécouvre l'œuvre de W.E.B. Du Bois, qui était un sociologue contemporain de Durkheim, de Weber, noir américain, très important, un des premiers le premier, je crois, à vraiment écrire sur les questions de race aux États-Unis, qui a fait des enquêtes sur les ghettos et tout ça. Et puis, il a été réédité en français là, il y a très peu de temps. Absolument, absolument. Ouais. Alors, il y avait une édition de lui, mais c'était dans les années 50, mais c'était je crois que c'était la présence africaine. Mais effectivement, là, maintenant, voilà, on commence à le traduire et on est en train de se poser la question de... voilà, j'attends de voir des femmes dans le canon sociologique.
Ça va venir, ça va venir. On n'est pas encore là. Vous venez presque de répondre à la question suivante qui demandait une limite chronologique à la remise en cause de certaines œuvres au vu du fait que les mentalités sont en constante évolution. Et ça me fait penser à une chose que vous avez un peu, dont vous avez mentionné dans la présentation, c'est les mouvements de lutte en fait. Vous avez un peu parlé du MeToo, des mouvements de lutte contre les discriminations, mais vous avez aussi parlé des mouvements pour la liberté d'expression. Et comment ça se concilie? Ou est-ce que c'est forcément antagoniste ou il y a des endroits de rencontre? Alors, c'est pas forcément antagoniste, ça ne l'a pas été historiquement, mais il y a effectivement je reviendrai sur la question du changement de regard parce qu'il y a un point important là-dessus. Il y a l'histoire des luttes pour la liberté d'expression et toute la question de l'autonomie de l'art pour l'art qui sont en France liées très fortement au fait qu'il y avait une censure d'État jusque au début de la Troisième République, on l'oublie. Et donc, il y a eu des luttes dans lesquelles les écrivains ont été solidaires avec des avocats, avec des membres des professions libérales pour revendiquer cette liberté d'expression et les principes de l'art pour l'art. Il y avait même une ligue pour la défense de la liberté de création au début liberté de l'art au début du XXe siècle, qui défendait par exemple le nu, artistique en distinguant ça de la pornographie ou donc ce sont des luttes anciennes mais qui en fait n'ont abouti qu'assez récemment parce que si on pense à tous les procès en pornographie dans les années 50-60, eh ben, c'est que dans les années 70 en fait qu'on peut dire que cette autonomie de l'art a été reconnue avec une sorte de hiérarchisation entre alors c'est pas dans la loi parce que dans la loi il n'y a pas de distinction entre création et liberté de création et liberté d'expression, même si certaines instances comme l'Observatoire pour la liberté de création de la Ligue des droits de l'homme essayent de créer cette distinction, mais on peut observer que si on étudie les procès, on peut voir qu'il y a de fait malgré tout une distinction entre ce qui est reconnu comme art et par exemple la distinction entre représentation et apologie, qui est une reconnaissance de l'autonomie de l'art et une distinction à laquelle je souscris entièrement, voilà. Même s'il y a des ambiguïtés, c'est vrai qu'il faut pouvoir, les bienveillantes de Little, c'est le point de vue d'un nazi, il faut que l'art doit pouvoir représenter tous les points de vue humains pour essayer de comprendre l'espèce humaine. Mais les luttes, alors c'est intéressant parce que je disais que la loi Marchando, elle n'a apparu qu'en 1939, donc là, on oublie que la codification dans la loi du racisme, de l'antisémitisme comme des délits, c'est récent. Et cette loi, en fait, c'est la loi de 72, qui a été redéfinie en 72. Donc, auparavant, ces propos-là n'étaient pas réprimés. Alors, il y a toujours une sorte de tension entre le principe de la liberté d'expression et ces restrictions à la liberté d'expression. Mais ces restrictions, elles existent parce qu'on considère que là, les propos ne relèvent plus de l'opinion, mais relèvent de la stigmatisation et peuvent avoir des effets nocifs sur les personnes. D'ailleurs, on sait très bien que, je renvoie au livre d'Abraham de Swan, sur Diviser pour tuer, que tous les épisodes de crimes de masse sont précédés par des moments de déshumanisation des populations qu'on va exterminer. Alors sans aller jusque-là, voilà, le fait de rendre possible la stigmatisation de population, c'est ouvrir la porte à des possibles violences contre ces personnes, contre ces groupes. Et alors, il en va de même pour le sexisme et pour, de fait,
on peut se poser la question, hein, le fait que la littérature, les films regorgent de scènes de viol et de violences contre les femmes. On peut dire, bon, bah, c'est la représentation de la réalité. Malheureusement, on aurait raison, hein, donc voilà, on peut faire l'argument des écrivains réalistes qui défendaient la liberté d'expression. Et en même temps, on peut se dire que selon les formes de complaisance dans lesquelles ces violences sont décrites, ben, ça joue aussi sur d'autres fibres. C'est la même ambiguïté que je mentionnais pour Orelsan. Voilà. Et ça, je pense que c'est là-dessus que ça me conduit à la question du regard, que notre regard change, c'est-à-dire que les luttes des groupes qui sont victimes d'attaques, les luttes pour pointer en fait ces formes de violence symbolique qui peuvent se prolonger dans de la violence physique, cette dénonciation de cette violence symbolique constante est très importante pour révéler justement là pour le coup notre inconscient collectif et le fait que voilà pendant toutes ces années où on a regardé ça, ces viols, et enfin, ça peut être une forme de banalisation. Alors, je ne suis pas pour les proscrire, hein, mais je suis pour les interroger, hein, voilà, pour débanaliser ces formes de violence, les interroger et savoir qu'est-ce que ça signifie en fait. Voilà. Et notre regard de ce point de vue-là change, et c'est pour ça que je disais, on ne peut pas regarder, même Gauguin, on le regarde différemment, notre regard change sur on peut penser à, je sais pas, David Hamilton, que même les jeunes filles regardaient comme un photographe très éthéré et tout ça, et puis aujourd'hui on ne peut plus regarder de la même façon ces photos, et c'est en ce sens-là que notre regard, en fait, c'est pas de l'anachronisme, c'est que le statut d'œuvre de ces œuvres change le sens qu'elle fait, et la réception, elle est toujours ancrée dans un contexte, mais notre regard nous permet aussi de mieux comprendre le contexte de création de ces œuvres. Merci. Alors, une question précise. Que pensez-vous du cas du report de l'exposition de Philippe Guston? Philippe Guston, Guston, oui, j'ai pas assez étudié le cas pour me prononcer. Je préfère ne pas. Moi non plus, je ne saurais pas trop bien quoi. Mais ça serait bien que la personne précise un peu plus. Alors, attendez, je vais essayer. Moi, je vois pas les QR. Non, attendez, j'étais pas sur. Voilà, ça y est, j'ai trouvé, parce que j'étais sur la discussion. Vous les voyez? Alors, attendez, parce que maintenant, je ne vois plus que ça. Je vais réduire la discussion. Ah non, mince. Je vais essayer de donner la parole. Mais je ne peux pas, en fait. Je peux qu'aux gens, Evelyne, qui est inscrite dans mon ordinateur, mais sinon… D'accord. Alors, je ne sais pas comment ouvrir les questions-réponses sans que ça remplisse tout mon écran. Ah, si, voilà, ça y est, j'ai réussi. Ça y est, maintenant, je les vois. Evelyne, tu veux dire quelque chose là-dessus? Oui, juste à ce sujet, pour Philippe Guston, en fait, c'était une exposition dans laquelle ces toiles étaient montrées, et notamment des toiles de lynchage de Noirs et de personnages du Ku Klux Klan. Et donc, je crois que c'est la Tate qui avait reporté l'exposition. C'est les 3 musées qui ont reporté. Voilà, il y a trois musées. Voilà. Et en fait, du coup, ça m'interrogeait aussi sur l'autocensure de certains artistes. Par exemple, Mathieu Kelbey-Albonnac nous disait récemment que, eh bien, il y avait certaines œuvres qu'il ne souhaitait plus montrer du début de sa carrière parce qu'elles risquaient de se prêter à un regard de fascination et de délectation et non pas entrer dans la dénonciation qu'il entendait provoquer. Après les débats qu'il y avait eu au moment de la publication de l'ouvrage Sexe, race et colonie. Voilà. Donc, c'est aussi cette question de l'autocensure des musées, de l'autocensure des artistes, de l'autocensure des profs à la fac quand on dit, bon, ben voilà, on ne va pas parler de tel ou tel auteur parce que ce sera trop compliqué et que ça risque de créer du malentendu.
Oui, alors là, je suis tout à fait d'accord et avec la question de l'autocensure, elle est problématique. Et le cas de Guston illustre un cas effectivement problématique d'autocensure qu'on voit. Alors, c'est la grosse différence, je dirais, entre la France et les pays anglophones, où là, ce qui prévaut, c'est ces exemples d'autocensure, alors qu'en France, bon, tout le monde se hurle, mais en fait, il n'y a pas vraiment de censure qui est opérée. J'utilise le mot censure est un peu compliqué là, parce que c'est en fait le droit de retrait ou le droit des intermédiaires de faire des choix, de programmer ou de ne pas programmer, et c'est la liberté des institutions. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les critiquer de le faire. Mais je suis d'accord, et c'est pour ça que je pense qu'il faut combattre le principe de la cancel culture par le principe de l'explicitation plutôt que le retrait pur et simple, en disant que le retrait pur et simple, il peut être aussi problématique, pour les raisons que j'ai évoquées. Après, c'est vrai que ça se pose différemment pour des artistes du passé qui ont été inscrits dans la mémoire collective et des auteurs contemporains, parce qu'on sait que de toute façon, toutes les institutions muséales comme les éditeurs font des choix en permanence. Il y a plein d'œuvres qui ne sont pas exposées, il y a plein d'œuvres qui ne sont pas publiées, plein d'œuvres qui ne sont pas rééditées. Donc ces choix, ils sont... et alors, il y a de la censure économique, il y a plein d'autres facteurs de censure que cela. Alors, il faut savoir que l'autocensure, elle existe toujours, hein. Je veux dire, bon, ben, un auteur sait qu'il ne peut pas exprimer de propos racistes parce que sinon il s'expose à des poursuites, hein. Enfin, voilà. Donc, c'est ce que reprochent d'ailleurs les auteurs d'extrême droite à ce qu'ils appellent, ils se font les grands défenseurs de la liberté d'expression à ce titre, et ils reprochent une sorte de consensus, d'une idéologie antiraciste dominante qui empêcherait la minorité qu'ils sont d'exprimer des opinions qu'ils définissent comme des opinions racistes. Mais de toute façon, on sait que l'autocensure joue à tous les niveaux, hein. J'évoquais le fait que, bon, dans l'autofiction, parfois on fictionnalise les noms des proches, mais aussi pour les protéger, hein, parfois. Et donc c'est très intéressant de comprendre ces mécanismes d'autocensure pour comprendre la création, que effectivement un artiste a des formes de responsabilité, ne peut pas tout dire et doit savoir. Bon, le cas de Brett Bailey, il est à mon avis assez éclairant, et je pense que ça pourrait rejoindre un peu la question de Guston, parce que voilà, il y a un écart entre les intentions de l'auteur et puis la manière dont l'œuvre peut être reçue, et c'est là que, à mon avis, le travail des critiques est très important pour expliciter ces écarts, sans hurler à la censure, mais en essayant de prendre en compte les points de vue de part et d'autre, quoi. Evelyne, est-ce que tu as une question pour conclure? Là, je vois une question. Est-il possible de faire une corrélation entre ces questionnements et la multiplication des études de genre, Ouais, notamment le fait que le regard des commentateurs change également? Ah, oui, c'était la question sur les mouvements. Ah oui, est-ce que je peux juste dire encore quelque chose là-dessus, parce que j'ai pas. Je voudrais dire quelque chose. C'est parce que souvent dans ces polémiques, ben, les gens résolvent la question en disant oui, ben, alors il y a ce qui tombe sous le coup de la loi, donc ça de toute façon c'est interdit. Et puis il y a ce qui relève ne tombe pas sous le coup de la loi, et donc ça c'est autorisé. Et puis on s'arrête là. Il faut défendre l'autonomie de l'art à partir du moment où ça ne tombe pas sous le coup de la loi. Et ben moi, je trouve que c'est plus problématique que ça, parce que je pense que les mouvements sociaux, c'est justement des mouvements qui représentent des points de vue minorés dans l'espace
publics qui n'ont pas pu faire advenir leur cause au point qu'elle soit codifiée dans la loi, et c'est pour ça que je parlais de la loi sur le racisme qui est relativement récente, mais par exemple les points de vue sexistes aujourd'hui, alors c'est rentré un petit peu dans la loi, mais c'est vrai que de là à ce que ce soit complètement reconnu et pris en compte, ça n'est pas complètement le cas, et de même pour les minorités noires ou autres. Donc pour moi, en fait, ces minorités, elles luttent pour faire advenir leur point de vue dans l'espace public et créer des conditions de limitation du discours, justement là où c'est elles qui sont les victimes cibles, en fait. Et c'est ça contribue à faire évoluer. La loi n'est pas figée, hein. Comme je l'ai dit, il y a eu une période où la loi, il n'y avait pas d'interdiction de tenir des propos racistes dans la loi, et aujourd'hui ça existe. Mais ça, pourquoi? Parce que ça a été porté par certains groupes et défendu par certains groupes. Voilà. Et donc c'est pour ça que je pense que effectivement les études de genre y contribuent parce que c'est un discours analytique qui permet de faire émerger ces inégalités, ces représentations, voilà, et de prendre conscience, en fait, et donner aussi des concepts pour décrire ces réalités. Et effectivement, c'est intéressant de dire que les minorités font partie des critiquants. Oui, c'est tout à fait intéressant de le dire. Alors, je ne voudrais pas les mettre au même rang que les ligues de moralité qui combattaient Boris Vian après la guerre. Et effectivement, là, on voit un peu aux États-Unis se télescoper les points de vue, surtout sur les affaires de pédophilie, d'un côté des ligues de moralité et de l'autre des associations féministes. Donc là, c'est vrai qu'on est un peu sur la corde raide entre les deux, mais je pense que c'est pas la même chose de défendre le point de vue de groupes vulnérables qui sont visés par ces discours de haine ou de violence. Oui, moi je voudrais juste vraiment vous remercier parce que aussi bien dans vos écrits que dans vos propos ce soir, vous parvenez à faire tourner ensemble liberté esthétique, responsabilité et déconstruction. C'est formidable. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Eh bien, au revoir à tout le monde et j'espère à bientôt. Bonne soirée.